dans une région qui est celle justement qui assimile la nouveauté, c'est-à-dire un entraînement, c'est quelque chose de nouveau. Également dans le laboratoire de Richard Davidson, 20 minutes ou 30 minutes en 15 jours ont déjà une augmentation du comportement prosocial et aussi dans certaines aires du cerveau liées à l'agressivité, on voit une diminution de ces aires du cerveau liées à l'activité. Antoine a parlé d'appliquer ça à l'éducation, donc d'amener ça, espérons-le, en France. Aux États-Unis, l'équipe de Richard Davidson a fait un programme dans les écoles maternelles des enfants de 4-5 ans, 10 semaines, 3 fois par semaine, 20 minutes par jour, sur la pleine conscience, la respiration consciente. Les enfants respirent avec un petit galet ou un eau sans bûche, ils font attention à la respiration, et sur la bienveillance, des gestes de gratitude, de coopération, une intervention faite par les professeurs et les scientifiques. Et au bout de ces 10 semaines, on voit que le comportement prosocial des enfants est nettement amélioré, donc moins de conflits, plus de réconciliation, des meilleurs rapports humains. Puis vient le test scientifique ultime, le test des autocollants. En quoi ça consiste? On détermine avant pour chaque enfant quel est leur meilleur ami dans la classe, celle-ci, celle de droite, celle de gauche, pardon. Ensuite, leur moins bon ami dans la classe, puis une enveloppe avec un enfant inconnu et un enfant malade. Et on leur demande de donner des autocollants, de les mettre dans les enveloppes. Avant l'intervention, comme vous pouvez l'imaginer, ils donnent presque tout à leur meilleur ami. Après 10 semaines, on se dit, bon, c'est des enfants de 4-5 ans, finalement, c'est quand même pas, on ne peut pas s'attendre à des grands changements. Ben, regardez, vous avez quasiment nivelé les discriminations entre meilleur ami, moins bon ami, mon groupe, l'autre groupe, etc. C'est quand même assez remarquable qu'on puisse faire de telles différences finalement si facilement. Donc en Inde, dans nos écoles, nous essayons d'adapter comme ça l'exercice de yoga, de méditation. Et déjà, une chose est certaine, c'est qu'il y a moins d'absentéisme scolaire. Donc les enfants sont plus bien élevés. Alors, juste pour terminer, où pouvons-nous aller plus avant pour avoir d'abord des individus plus altruistes et aussi des cultures plus altruistes? Ça ne sert à rien, c'est seulement quelques individus qui méditent dans leur coin. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une nouvelle branche de la théorie de l'évolution qui parle de l'évolution des cultures, qui vont plus vite que les gènes. Et heureusement, parce que si un gène altruiste devait s'introduire dans l'espèce humaine, ça prendrait 50 000 ans, et ça serait bien trop tard, notamment pour l'environnement. Par chance, les cultures évoluent par un phénomène darwinien, mais beaucoup plus rapide. Regardez simplement notre attitude vis-à-vis de la guerre par rapport à la Première Guerre mondiale, où la guerre était le projet des civilisations, quelque chose de formidable, et bon, c'était une chose héroïque, noble, magnifique. Maintenant, plus personne ne trouve que la guerre, c'est quelque chose de splendide. Tout le monde y perd, et on espère aussi éviter la guerre. Donc, il est possible qu'une masse critique d'individus qui apportent de nouvelles idées puisse faire basculer les cultures. Pour donner l'exemple de l'abolition de l'esclavage, en 1729 en Angleterre, 10 penseurs se sont dit l'esclavage doit être aboli. Tout le monde les a traités de lunaire. Et le Parlement a dit de toute façon c'est impossible économiquement, l'économie de l'Angleterre s'écroulerait sans l'esclavage. 10 ans plus tard, l'esclavage était aboli, la culture avait basculé. Et ensuite, on ne pouvait plus avoir le culot de dire quand même je regrette bien l'esclavage, c'était pas si mal. Donc où pourrons-nous en venir? Tout d'abord, en ce qui concerne, je vais retourner bientôt vers mes projets humanitaires et vers l'Himalaya, mais nous pouvons favoriser la coopération. Nous devons passer à un niveau supérieur de coopération. Aussi bien un enseignement coopératif, une coopération inconditionnelle au sein de l'entreprise, même si c'est de la compétition entre différentes entreprises, il faut travailler en équipe, travailler ensemble et pouvoir coopérer. Et c'est ce que nous devons faire pour répondre aux défis de notre époque. C'est Martin Luther King qui disait « Nous sommes venus dans des esquives différentes, nous sommes maintenant tous dans le même bateau. » Nous devons favoriser une harmonie durable. On ne peut même plus parler de croissance, de développement durable, parce que c'est une composante quantitative qui maintenant est finalement suspecte. L'harmonie durable, c'est maintenant réduire les inégalités, sortir 1,5 milliard de personnes de la pauvreté, et c'est sur le long terme favoriser le sort des générations à venir en ménageant l'environnement. Il faut une économie positive, une économie plus solidaire, une
branches de l'économie qui croient le plus, le crowdfunding, les banques coopératives, le microcrédit, l'investissement responsable du point de vue socio et d'environnement, etc., etc. Il faut un engagement local, c'est tout à chacun de faire quelque chose, une responsabilité globale, de même que nous avons l'OMS pour la santé, il faut une entité globale pour l'environnement, ça semble indispensable. Et finalement, il faut étendre l'altruisme à 1,6 million d'autres espèces pour continuer à infliger tant de souffrances à tant de milliards d'animaux chaque année. Et finalement, c'est quelque chose qui est finalement assez spontané, notamment chez les enfants. Récemment au Chili, je parlais à un groupe de jeunes enfants dans une école, environ 300, et à un moment donné, quelqu'un m'a demandé est-ce que tu manges de la viande? Non, mais je vais poser une question. Est-ce que les vaches sont vos amis? Oui. Et je l'ai fait hier dans une école ici, une école de 1500 habitants à quelques kilomètres de Strasbourg. Ensuite, j'ai demandé est-ce que les oiseaux sont vos amis? Oui. Est-ce que les poissons sont vos amis? Oui, un enthousiasme formidable. Est-ce que vous voulez manger vos amis? Non. Voilà, c'est un peu notre incohérence. Alors, Georges Bernard Shaw a dit les animaux sont mes amis, je ne mange pas mes amis, donc c'est pour ça. Donc voilà, il faut oser l'altruisme, oser dire que c'est possible de le cultiver individuellement, de le répandre dans la société, pour vivre la révolution altruiste. Et pour dire la façon dont nous occupons des êtres humains, pas seulement des animaux, mais bien sûr aussi des animaux, très brièvement, ce que nous faisons en Inde, au Népal. Je vous disais, c'est une clinique au Népal qui traite 35 000 patients, nous avons des soins palliatifs. En Inde, des centres de santé qui rayonnent dans 190 villages du Bihar, qui est une des provinces pauvres de l'Inde. Nous avons construit un certain nombre d'écoles en bambou. Chaque école abrite 2000 enfants, peut-être construit pour 150 000 €. C'est un bon rendement sur l'investissement. Donc 60% de filles. Au Tibet, environ 25 dispensaires, dans des régions où il n'y avait strictement aucune présence médicale. Voilà notre voiture. Vous pouvez le voir, il y a une route et une rivière. On ne sait pas où ça commence, où ça finit. Donc il faut des ponts. Nous avons construit 18 ponts, dont un sur le Yangtze, 3 sur le Mékong, qui viennent tous du Tibet. Des endroits pour les personnes âgées. Voilà, la femme la plus heureuse du monde est de très loin. Des écoles où nous mettons l'accent principalement sur l'éducation des filles. Nous intervenons dans des régions sinistrées, comme des tremblements de terre au Tibet. Nous allons apporter des vivres. Nous allons construire une école antisismique à 4000 mètres d'altitude au printemps prochain. Et puis voilà, pour finir, quelques images sur ces beaux pays. J'ai la chance d'évoluer la plupart du temps, je ne me retrouve pas devant vous, à Strasbourg, et je vous remercie beaucoup de votre attention. Dernière image. Notre carbonateur, une fille qui a symbolisé longtemps nos clients, etc. Donc Carmona, que j'ai photographié à 9 ans, et l'année dernière, je l'ai retrouvée. Et j'ai appris son nom, elle s'appelle Bel Océan de Turquoise, et elle symbolise notre dévouement, notre service à l'espèce humaine et aux autres espèces qui partagent nos concitoyens du monde, les animaux. Merci de votre attention. Voici maintenant le temps des questions qui, comme vous le voyez, avec la foule du papier jaune, sont extrêmement nombreuses et très diverses. Je vais peut-être commencer par celle-ci. Pourquoi avoir choisi le bouddhisme alors que le christianisme offre aussi l'amour de son prochain, y compris les animaux? Alors, dans mon cas, c'est vraiment pas une sorte de choix, je me suis dit, voilà, quel est le mieux, qu'est-ce que je choisis. Mon père, je ça rebelle, et ma mère, il y a des là qui a 91 ans maintenant, ont été élevés dans des institutions catholiques et en sont plus ou moins un peu abandonné ce chemin. Donc j'ai été élevé dans un milieu purement laïque, disons, donc sans éducation religieuse. Et c'est vraiment la première fois que j'étais confronté à une tradition vivante, lorsque j'ai d'abord vu des documentaires réalisés en 1966
par Arnaud Desjardins sur les grands maîtres tibétains qui avaient fui l'invasion chinoise. Je me suis dit, voilà, il y a 20 savants d'Assise, 20 Socrates vivants, aujourd'hui j'y vais. Je suis allé, je les ai rencontrés, j'étais très inspiré, je suis retourné plusieurs fois, j'ai établi. Donc c'est pas du tout, disons, une sorte de rejet de quoi que ce soit, c'était pour moi une première découverte. Alors, pour ce qui est des animaux, je mettrai une petite nuance, à part Saint François d'Assise et quelques autres. En gros, la chrétienté a toujours des traitants pour les animaux. Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, Kant disaient les animaux, ils sont un minimum de notre usage, donc ça ne peut pas être. Schopenhauer était plus sensible. Schopenhauer, on peut pas dire que c'est un représentant évident de la tradition chrétienne. Non, mais la philosophie. Les Schweitzer aussi. Mais bien sûr. Alors, non, mais il y a d'autres. Il y a le révérend Lindsay qui a écrit un évangile pour l'animal. Et un archevêque anglais qui écrit il n'y a pas de création au rabais pour les animaux. Et c'est sûr que l'idée que les animaux sont créés pour nous, franchement, si on va dans la totalité, comme dit Gilles Boeuf, il y a 80 000 espèces de coléoptères. Ils ne servent pas à grand chose, donc Gilles Boeuf dit, moi je sens tout le respect pour autre chose, il dit si c'est Dieu qui a créé les animaux, il aime beaucoup les coléoptères parce qu'on a fait 80 000 espèces. Alors, une autre question, l'altruisme est-il un phénomène instinctif ou décide-t-on d'être ou de devenir altruiste? Alors, il y a certainement une composante biologique, et j'ai montré cette image d'une mère avec son enfant. Ça, c'est quelque chose qui, la mère est prête à tout, et le père, généralement aussi, il faut l'espérer, et c'est le cas, pour prendre soin de l'enfant qui est vulnérable dans la survie dépend du soin de première corde. C'est aussi vrai pour les personnes vulnérables que les personnes âgées. C'est vrai aussi des personnes qui nous traitent bien. On a tendance à faire une certaine réciprocité. Ensuite, pour étendre à d'autres personnes qui, a priori, sont moins proches de nous, c'est là où ça demande une réflexion plus cognitive, de se dire, moi je ne souhaite pas souffrir, eux non plus. Parfois je suis très maladroit dans mes comportements pour chercher le bonheur, sans doute eux aussi. Et donc, en gros, la compassion, la altruisme n'est pas un jugement moral vis-à-vis de comportement, c'est quelque chose de différent. La compassion s'adresse à remédier à toutes les causes de souffrance pour qu'elles soient. Et c'est un processus bien l'entraînement de l'esprit, d'étendre le cercle de notre altruisme à d'autres, y compris les animaux notamment. Une question complémentaire. Peut-on expliquer d'un point de vue scientifique ou neurologique le fait qu'un individu agisse de manière altruiste? Antoine Lutz, je redis la question. D'un point de vue scientifique ou neurologique, peut-on expliquer qu'un individu agisse de manière altruiste? Disons, là l'étude parle que... On commence à peine à explorer cette question. Je pense que c'était une étude que Mathieu a mentionné brièvement. Dans le groupe de Tania Seger, ils ont essayé de voir qu'est-ce qui se passait lorsqu'on entraînait quelqu'un à cultiver une intention d'aider les autres, cultiver une forme d'altruisme, et ils se sont rendus compte que il y avait un engagement plus fort de régions impliquées dans l'amour maternel, dans la circuit de la récompense aussi, qui était renforcé après cet entraînement, suggérant qu'il y avait des changements fonctionnels qui se produisent suite à un entraînement cultive la compassion. Mais en ayant dit cela, je pense que il serait naïf de croire que quelque chose aussi complexe que l'altruisme, qui nécessite une compréhension très fine des causes et conditions d'un... Voilà, justement, je pense qu'il serait naïf de croire que